Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui risque de vous en mettre plein la vue. J'ai tellement de sujets à parler que je sais pas si on va pouvoir réussir à faire le tour de ce que j'ai à dire dans la vidéo. Mais bon, on va parler du prix du Bitcoin, des crypto-monnaies, on va parler de l'Ethereum, qu'est-ce qu'il faut surveiller avec le merge et comment est-ce qu'on peut en profiter. Et le gros de la vidéo va être sur tout ce qui se passe dans l'économie actuellement et pourquoi à chaque fois qu'on rencontre des analystes, des experts, il y a personne qui s'entend sur ce que pourrait être la trajectoire du marché, tout simplement parce qu'on n'a jamais vu un marché avec autant de choses en mouvement, des crises par-dessus crises, des dettes aussi massives et de l'incertitude. Donc, cette vidéo a vraiment pour but de vous ouvrir l'esprit à plusieurs scénarios qui pourraient se produire dans les prochains mois et les prochaines années. Donc vraiment, gardez l'esprit ouvert pour cette vidéo parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc s'il vous plaît, encore une fois, je vous invite à mettre un like sur la vidéo pour supporter mon travail et mettre un commentaire. Et aussi, je vous invite à venir faire un tour sur mon groupe Patreon, qui est un nouveau groupe qui est sorti la semaine passée où est-ce que je vous fais un rapport mensuel sur ce que je trouve intéressant dans le marché et sur plusieurs choses que j'ai pas le temps de parler dans les vidéos. On parle de mon portfolio, des mouvements que je fais. Et déjà, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et pour vos excellents commentaires, j'apprécie vraiment. Et j'espère que vous sentez que vous en avez pour votre argent. Donc, le prochain rapport pour le mois de septembre va contenir un rapport sur les compagnies minières de Bitcoin. En plus de ça, vous le savez qu'il y a plusieurs partenaires avec moi qui contribuent au Patreon. Donc là, on a Chantal Lang qui a contribué au dernier rapport. On a le rapport de Laetitia Bonaventure qui vient de sortir sur la macroéconomie. Et il y a plusieurs surprises qui s'en viennent sur le Patreon. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo pour aller voir ça. Et je vous rappelle encore une fois que pour les gens qui sont déjà abonnés avant le mois de septembre, il n'y aura pas de facturation avant le 1er octobre. Donc, si vous vous inscrivez au mois d'août, ben vous avez comme un 2 pour 1, donc le mois d'août et le mois d'octobre pour le prix d'un. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars qui parle de crypto dans son bureau. Donc, tout ce que je dis, ce n'est pas des conseils financiers, ce n'est que mon opinion. Et avant de prendre toute décision financière, ben, faites vos propres recherches. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, commençons par parler du prix du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers jours? Bon, comme que je vous avais parlé dans la dernière vidéo, on voyait un wedge ascendant. Et la semaine passée, lorsque le Bitcoin était autour des 24-25 000, je vous disais qu'on avait beaucoup de chances de retourner à notre ligne de tendance juste ici autour des 21 000 $. C'est ce qu'on a vu. Donc, est-ce que c'est alarmant pour l'instant? Ben, je dirais pas vraiment parce qu'on reste toujours dans notre range, entre les 19 000 et 25 000 $. Est-ce qu'on risque d'aller dans le bas du range, aller une dernière fois toucher les 19 000 $? Peut-être même aller frotter et même dépasser vers le bas, les bas qu'on a vus, là. Donc, on verra un Bitcoin autour des 16 000 $ avant de repartir vers le haut. C'est une possibilité, mais rappelez-vous que pour moi, ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est des belles opportunités pour accumuler des crypto-monnaies. Et mon but, c'est pas nécessairement d'attraper le bas ultime, mais d'attraper des cryptos qui sont quelque part près de leur bas. Sauf que si vous achetez par palier, comme qu'est-ce que je fais en ce moment, il faut être conscient qu'on peut voir les altcoins, le Bitcoin, aller encore plus bas. Donc, il faut être prêt à être patient. Il faut se garder du capital de côté parce qu'on ne sait pas où est-ce que va être le bas. Et vous allez voir ça plus tard dans la vidéo qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché pour les prochaines semaines. Et encore une fois, d'autres métriques pour vous montrer que selon moi, on est près du bas au niveau des crypto-monnaies. On peut aller voir le multiple de 12 qu'on voit ici. Sur CryptoQuant, on voit à chaque fois qu'on a atteint la bande verte ici, c'était à des moments historiques d'achat sur le Bitcoin. Et là, en ce moment, on est au niveau de la bande verte. En fait, on vient de sortir de la bande verte. Donc, c'est pour ça que j'accumule des crypto-monnaies en ce moment, parce que selon moi, ces indicateurs-là, qui arrivent une fois sur quelques années, ben, c'est les bons indicateurs. Lorsqu'on en voit plusieurs d'entre eux qui indiquent la même chose, on voit la même chose au niveau du MVRV, qu'on a atteint des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le crash du COVID en 2020. Donc, c'est pas des indicateurs parfaits. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler dans le monde du trading et de l'investissement? Et ça, je pense que c'est une leçon pour plusieurs investisseurs, surtout les traders débutants, c'est que tout le monde est à la recherche de l'indicateur ultime qui va donner les bas de marché, les hauts de marché. Ben, je vais vous donner une nouvelle, ça n'existe pas. Il y en a pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est de avoir une convergence ou des confluences de plusieurs indicateurs au même moment, de prendre des positions et de gérer son risque avec des stop-loss
en investissant seulement des petites parties de son portfolio, pas tout d'un coup, et des positions qu'on est prêt à laisser là pour un certain moment. Et ça, malheureusement, même si je vous le dis, c'est des leçons qu'on apprend avec l'expérience. Mais bon, dans la vie, on a le choix. Soit on apprend avec nos propres expériences ou avec l'expérience des autres. Donc, c'est pour ça que je fais la chaîne. C'est pour vous donner mon expérience et vous éviter plusieurs erreurs que j'ai déjà faites dans le passé. Donc maintenant, il est temps de parler de Ethereum et du merge. Parce qu'on sait que le merge va arriver le 15 septembre, environ, plus ou moins une journée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain Ethereum Proof of Work, donc preuve de travail comme qu'on connaît actuellement avec les GPU qui minent l'Ethereum, ne sera plus la blockchain officielle d'Ethereum, mais là, il y a un consortium de mineurs qui ont décidé qu'elle allait continuer la blockchain d'Ethereum et créer ce qu'on appelle une fork. Donc, il va y avoir deux blockchains, la blockchain Ethereum officielle qui va être l'Ethereum sur le Proof of Stake et l'Ethereum qui va être sur le Proof of Work. Donc, si vous avez un Ethereum actuellement, vous allez vous retrouver avec deux Ethereum. Vous allez avoir un Ethereum sur la blockchain Proof of Stake et un Ethereum sur la blockchain Proof of Work. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de faire des gains en vendant l'Ethereum Proof of Work? Ben, je vous dirais que peut-être que oui, parce que possiblement qu'on peut se faire un 3 à 4% en vendant nos Ethereum Proof of Work. Mais pour les gens qui sont pas techniques et qui sont pas à l'aise avec les transferts entre blockchain d'un portefeuille à un autre, la chose que je vous recommande, c'est de ne rien faire. Ne faites rien entre le 14 et le 17 septembre, tout simplement pour éviter ce qu'on appelle un replay attack. Et là, si vous savez pas c'est quoi, je vous invite à chercher sur le net c'est quoi un replay attack, mais je vous invite à ne rien faire sur la blockchain d'Ethereum pendant les 2 jours précédents et surtout suivant le merge d'Ethereum. Et pour les gens qui veulent essayer de vendre leur Ethereum Proof of Work, qui va valoir possiblement pas grand-chose, ben le truc que je peux vous donner, c'est d'aller sur coingetco.com, écrire ETHW juste ici, et vous allez voir les exchanges qui vont lister le ETHW. Vous avez MEX, BitMEX, Gate.io, Poloniex. Et là, l'idée, c'est de choisir l'exchange que vous avez le plus confiance, par exemple comme Poloniex, c'est quand même un exchange qui est pas pire. Et si vous envoyez vos Ethereum sur Poloniex avant le merge, lorsque le merge va être complété le 15 septembre, vous allez recevoir 2 tokens, donc votre Ethereum sur Proof of Stake et votre Ethereum sur Proof of Work, et possiblement que vous allez pouvoir vendre votre Ethereum W, qui est l'Ethereum Proof of Work, pour environ, en ce moment c'est 0.033 Ethereum, donc on parle de 3.3% de gain sur notre position en Ethereum. Donc, c'est pas si mal quand même quand on le reçoit gratuitement. Mais encore une fois, je ne recommande pas vraiment d'envoyer des cryptos sur des plateformes d'échange. Donc, si vous faites ça, soyez conscient des risques. Et à quoi est-ce que je m'attends sur le prix d'Ethereum? Encore une fois, je vous l'explique, c'est un buy the rumor, sell the news. Donc, je m'attends normalement à voir le prix d'Ethereum monter jusqu'à environ le 15 septembre et puis corriger pour la suite des choses. Et possiblement qu'on va avoir des bons moments d'achat sur l'Ethereum autour des 1400 $. En septembre, peut-être en fin septembre. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'on va corriger? Ben, on voit le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui vont sortir des options, donc des produits dérivés sur l'Ethereum à partir du 12 septembre, comme par hasard. Et vous le savez, à chaque fois qu'il y a des produits dérivés qui sortent sur le Bitcoin, sur n'importe quelle commodité, ben c'est l'outil ultime pour manipuler le prix de ces commodités-là d'un endroit à un autre. On se rappelle quand les contrats futurs sont sortis sur le Bitcoin en 2017, ça a marqué la fin de la bulle. Sur le Bitcoin, on se rappelle quand les ETF backés par les contrats futurs sont sortis sur le Bitcoin en novembre 2021, ça a marqué la fin du cycle haussier. Et là, on a des options sur l'Ethereum le 12 septembre, donc vous comprenez ce que pourrait être la suite sur Ethereum. Et maintenant, si on parle d'Ethereum Proof of Stake, ben il y a un enjeu qui me dérange avec le protocole preuve d'enjeu, justement, c'est que plus une personne ou des entités vont avoir d'Ethereum en leur possession, plus ils vont pouvoir contrôler le protocole. Et là, on le sait que les gouvernements commencent à s'intéresser à l'Ethereum. Et les gouvernements, étant donné qu'ils sont branchés avec les banques centrales, ben, ils peuvent imprimer de l'argent à partir de rien pour acheter des crypto-monnaies. Donc, avec le protocole preuve d'enjeu, malheureusement, ça peut permettre à des gens qui ont plus de capital de pouvoir diriger ce qui va se passer au niveau du protocole. Et on peut faire le lien avec ce qu'on a vu avec l'application Tornado Cash que je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques mois, qui était une belle façon de garder l'anonymat dans des transactions sur le réseau Ethereum. Ben là, le Trésor américain a rendu illégal
un code informatique, donc le protocole Tornado Cash, sous prétexte encore une fois de blanchiment d'argent comme d'habitude. En plus de ça, ils ont été arrêtés un développeur qui a développé un des protocoles chez Tornado Cash. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une personne qui a développé un outil sur Internet pour préserver l'anonymat dans ses transactions peut se faire arrêter. Et ça, vraiment, c'est inquiétant quand on voit ça. Parce que la personne qui a développé Tornado Cash l'a fait pour préserver l'anonymat dans les transactions. Si le protocole est utilisé pour blanchir de l'argent, ben c'est pas la faute du développeur. Mais là, on voit le gouvernement américain qui vient arrêter ce développeur-là. En plus de ça, une chose que je trouve inquiétante, qui va avec ce que je vous ai parlé par rapport à qui détient le plus d'Ethereum peut contrôler le protocole lorsqu'on va tomber en Proof of Stake, mais c'est que là, des protocoles sur Ethereum se sont mis à refuser l'accès à certaines adresses Ethereum dont le gouvernement soupçonne d'avoir blanchi de l'argent. On a vu des protocoles comme Aave bloquer ces adresses Ethereum. On a vu le USDC qui a bloqué les fonds de certains wallets. En plus de ça, on a vu des protocoles comme Pocket Network, OpenSea, DYDX, Uniswap en plus de ça. Donc, plusieurs protocoles qu'on pensait qui étaient vraiment décentralisés, qui finalement ont le pouvoir de venir bloquer certaines adresses. Donc, peut-être que ces adresses-là ont fait des crimes, mais le point que je veux apporter ici, c'est qu'à un certain moment donné, ça veut dire qu'on laisse le pouvoir au gouvernement américain ou à certains gouvernements d'avoir une autorité dans des protocoles qui sont supposés être décentralisés. Et ça, honnêtement, ça fait peur. Et je pense que ce n'est que le début. On va voir de plus en plus de régulation dans tout ce qui est la DeFi, les stablecoins. Et la décentralisation va devenir une utopie, malheureusement, pour plusieurs protocoles. Et le seul protocole qui reste décentralisé à 100% pour l'instant, c'est le Bitcoin. Lorsqu'on parle de la façon dont les transactions sont faites au niveau du protocole, mais là, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des produits dérivés au niveau du Bitcoin comme des contrats futurs, des options, et là, pour le prix, ben, il n'y a plus vraiment de libre marché au niveau du Bitcoin. Et là, pour rajouter à la connerie, on a vu au Canada une nouvelle réglementation qui est rentrée en jeu, qui vous permet d'acheter du Litecoin, du Bitcoin Cash et de l'Ethereum sans limite. Du Bitcoin Cash sans limite. Par contre, si vous achetez d'autres altcoins, dans plusieurs provinces au Canada maintenant, vous avez une limite de 30 000 $. Vous pouvez pas acheter plus que 30 000 $ de altcoins. Donc, la question, c'est où est-ce que sort ce chiffre imaginaire aléatoire de 30 000 $? L'autre question que j'ai, c'est pourquoi Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash et Ethereum sont exclus de cette limite de 30 000 $. Donc, honnêtement, j'aimerais parler à la personne qui a pris cette décision, on pourrait le recevoir sur la chaîne et poser les vraies questions, parce qu'honnêtement, j'ai l'impression que ce chiffre-là sort de nulle part. Et encore une fois, plus de gouvernements qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous empêchent de faire ce qu'on veut avec notre argent. Et c'est pour ça maintenant qu'il y a un exchange que j'apprécie de plus en plus, c'est BitGet. Pourquoi? Ben parce que ça nous permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies sur un exchange centralisé sans avoir à faire de vérification de notre identité. On peut retirer jusqu'à 20 bitcoins par jour. Donc, je vous mets mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. Parce qu'une plateforme d'échange qui peut être utilisée sans avoir à faire de vérification d'identité, maintenant c'est très rare. Je sais pas pour combien de temps ça va durer, mais pour l'instant je vais utiliser BitGet. Et encore une fois, je vous rappelle que moi sur les exchanges, je ne laisse pratiquement aucune crypto-monnaie. J'utilise les exchanges seulement pour faire des achats et des ventes et puis je retire les crypto-monnaies sur mes propres portefeuilles. Et si vous ne savez pas comment retirer vos crypto-monnaies sur vos propres portefeuilles, je vous invite à aller voir sur mon site web paulcryptoformation.com dans la boutique ici pour la formation de base qu'on peut voir juste ici. Donc maintenant, continuons la vidéo. Allons voir des chartes importantes au niveau du marché des actions. En ce moment, on voit la charte du S&P 500. Comme je vous explique, depuis le mois de juin, on a eu une belle poussée à la hausse qui nous a donné plus de 17% de gain. Et là, le marché vient de frapper une résistance qu'on voit ici dans son couloir baissier. Et là, la question, c'est est-ce que on va aller faire des bas plus bas sur le marché des actions ou est-ce que on va finir par traverser cette résistance à la hausse et on va faire des hauts plus hauts? Parce qu'en ce moment, le marché des actions est à environ 14% de son sommet historique. Donc, on n'est pas si loin quand on regarde ça. Et lorsqu'on regarde les croyances populaires, les médias de masse, tout le monde pense que ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on appelle un bear market rally, donc une hausse dans un marché baissier. Et par curiosité, je suis allé sur Google Trends pour voir quand est-ce qu'on a vu autant de fois le mot bear market rally qui s'est fait répéter.
bon, on a vu un maximum de fois cela en mars 2009. Donc, si on va voir en mars 2009, c'est exactement ici. Si on met la charte en logarithmique, vous allez comprendre. C'est exactement ici. Tout le monde pensait que la montée qu'on voyait là, c'était qu'un dead cat bounce, c'est qu'on allait aller plus bas, mais finalement, le marché est monté presque en ligne droite pendant plus de 10 ans. Ensuite, on a vu ça en avril 2020, après la crise du COVID. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du marché? On va aller voir ça de plus proche. En avril 2020, on a vu le marché qui est monté en ligne droite pendant presque 2 ans, après que les gens pensaient que ce n'était qu'un dead cat bounce. Et là, en ce moment, on voit que la phrase bear market rally devient à la mode à l'instant. Donc, encore une fois, est-ce qu'on va voir la même chose? Parce que là, la plupart des investisseurs pensent qu'on s'en va plus bas. Mais si on regarde ce que font les insiders, donc les gens dans des compagnies, ça c'est public, lorsque les insiders recommencent à acheter des actions, on voit les points rouges ici. Et 1 an après que les insiders recommencent à acheter des actions de façon agressive, on a un taux de succès de 100% au niveau de ces investissements. Donc, est-ce que le marché peut encore corriger sur le court terme? Oui. Mais est-ce qu'il peut aller vers le haut aussi? Oui, sur le moyen et long terme. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que le marché peut aller plus bas sur le court terme? C'est le marché de la dette. Juste ici, on voit les taux d'intérêt 10 ans sur les bons du Trésor américain. On va enlever la fonction logarithmique. Je vous avais expliqué qu'on avait un épaule, tête, épaule et qu'on risquait d'aller plus bas. On s'est fait faire un fake out et là, on repart vers le haut. Et lorsqu'on voit les taux d'intérêt sur les bons du Trésor 10 ans repartir vers le haut, ça montre qu'il y a, de façon rapide comme ça montre qu'il y a une instabilité dans le marché de la dette. Et ça, on veut pas voir ça. Moi, ce que je veux voir, c'est les taux d'intérêt 10 ans se stabiliser en bas de 3%. Et ça va être excellent pour les actifs à risque. Donc, on va devoir surveiller ça vraiment de très près parce qu'on sait que le marché de la dette, c'est le marché qui dirige tous les marchés. Et le marché des actions, ce n'est qu'un dérivé du marché de la dette. Je sais pas si vous comprenez, là. Le vrai driver ici, c'est le marché de la dette. C'est le plus gros marché. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le surveiller, contrairement à tout ce que les médias de masse vont essayer de vous faire croire. Et en plus, ce qui aide pas pour le court terme, c'est qu'on voit ici le dollar américain qui repart à la hausse, qui a atteint des nouveaux sommets qu'on n'a pas vus depuis, si on recule en arrière, là, plus de 10 ans. Donc, on se rappelle que le DXY, ça mesure la force du dollar relativement en comparé aux autres devises, particulièrement l'euro et le yen japonais qui sont en train de s'effondrer avec leur programme de Yield Curve Control. Où est-ce que les banques centrales sont en train d'imprimer de l'argent à fond pour contrôler le marché de la dette, pour empêcher une implosion de la bulle de la dette de leur côté. Donc c'est pour ça que le dollar américain prend de la force par rapport à ces autres devises-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de la Banque centrale américaine, de la Fed? Le 26 août, gardez cette date-là en tête, vous avez votre empereur mondial, Jerome Powell, qui est le président de la Fed, qui va faire un speech sur ce qui va se passer, sur les politiques monétaires qui s'en viennent pour la suite des choses. Et encore une fois, rappelez-vous qu'il n'y a plus de libre marché. Dans 10 ans, dans 20 ans, une fois que la bulle de toutes les bulles va avoir explosé, on va se dire que en 2022, il y a des gens qui se rassemblaient pour écouter l'empereur mondial, Jerome Powell, qui nous expliquait ce qu'il allait faire avec l'économie et que les libres marchés étaient morts, comme on voit dans l'image juste ici. Donc, rappelez-vous de ça pour dans les 10 prochaines années. En plus de ça, on a des gouvernements qui vont créer des programmes de dépenses à l'infini. Vous allez vous rappeler de ça dans les prochaines années qu'on vivait dans une ère complètement débile. On se rappelle que Joe Biden, le 16 août, a signé le Inflation Reduction Act of 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a signé un projet de loi qui dit qu'il va diminuer l'inflation aux États-Unis et on a besoin de 737 milliards de dollars pour diminuer l'inflation aux États-Unis. Là, vous allez comprendre le paradoxe et la connerie de tout ça. Si 737 millions viennent qu'à diminuer l'inflation, pourquoi on n'a pas fait un Inflation Reduction Act de 5 trillions de dollars, de 10 trillions de dollars si ça diminue l'inflation? Pourquoi seulement 737 milliards de dollars? Sérieusement, c'est quoi la connerie? Et comment est-ce qu'on va aller chercher les 737 millions de dollars? C'est en taxant davantage les entreprises. C'est en faisant tourner la planche à billets avec les banques centrales pour aller chercher encore plus de milliards de dollars. Et après ça, on vous dit que c'est supposé diminuer l'inflation en taxant davantage les entreprises. Mais finalement, toute cette inflation-là, vous comprenez, si les entreprises sont plus taxées, ils vont charger plus cher à leurs consommateurs. Comme on voit ici, Ford et GM, qui ont vu que le
Inflation Reduction Act donnait 7500 $ de crédit pour les véhicules électriques, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté le prix de leurs véhicules électriques de 8500 $. Donc vous comprenez que ce n'est que des mots, ce n'est que de la connerie. Et en plus de ça, pour ajouter à l'insulte, on a Joe Biden, le président élu, qui tweet que le Inflation Reduction Act, c'est le plus gros pas pour le climat de notre histoire. Ben là, rappelez-vous qu'on joue avec les mots et qu'on vous dit que des beaux mots, parce que là, on parle de réduction de l'inflation et tout d'un coup, on vous parle de climat. Et là, regardez la vidéo ici. La question, est-ce que Joe Biden joue un rôle et fait semblant d'être sénile, ou Joe Biden est vraiment sénile? C'est la question que j'ai à vous poser. Pensez-y, répondez-moi dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre réponse. Mais bon, revenons sur notre fil conducteur, on va parler des scénarios qui pourraient arriver avec tout ce qui se passe en ce moment, et à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour les prochains mois et les prochaines années avec tout le cirque qu'on est en train de voir en ce moment. Donc là, en ce moment, on est en train de voir une crise de l'électricité en Europe. Comme on voit ici, le prix de l'électricité en Allemagne a fait un 10x depuis la dernière année. On a des problèmes d'électricité aussi en France, en Suisse, où est-ce qu'on parle de plus en plus qu'il va y avoir des coupures de courant cet hiver. Donc 8 heures d'électricité, 4 heures sans électricité, ça s'en vient en Europe probablement pour cet hiver. Donc une crise énergétique qui s'en vient. On a des décideurs politiques qui font exprès pour que ça arrive. Comme par exemple en Allemagne, il restait 3 centrales nucléaires actives avec toutes les centrales nucléaires qui ont fermé dans les dernières années parce que c'était pas écologique. Et ben, à la place de les réactiver parce qu'ils savent qu'il y a un problème d'électricité qui s'en vient pour cet hiver, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils décident de fermer les centrales nucléaires pour le 31 décembre 2022. Et qu'est-ce qu'ils font à la place en Allemagne? Ben, ils ont réouvert les centrales au charbon. En nous faisant croire que le charbon, c'est plus écologique que le nucléaire. Donc, encore une fois, des décideurs politiques qui comprennent absolument rien. En France, les centrales nucléaires sont désuètes. Les décideurs politiques ont rien vu d'avance. Donc, en France, il va y avoir plusieurs problèmes d'électricité aussi à cause de ça. En plus de ça, on a la crise de la nourriture. On a l'inflation qui arrête pas de monter. On a des menaces de guerre un peu partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, à chaque fois qu'on voit des analystes, des experts sur le marché, tout le monde a sa propre théorie, tout simplement parce que on est dans des territoires inconnus, dans des choses qui sont jamais arrivées avant. On voit des gros joueurs comme Ray Dalio qui pensent qu'il va y avoir un crash de marché. On voit d'autres joueurs qui pensent qu'il va y avoir une hyperinflation qui va amener le marché vers le haut, vraiment plus haut que vous pouvez imaginer. Donc, on va aller voir les 3 scénarios principaux qui peuvent arriver selon moi. Et je vais vous dire lequel qui semble le plus propice à arriver, mais encore une fois, ce n'est que de la spéculation parce que chacun a son idée et on est dans des territoires vraiment inconnus en ce moment. Donc, on peut naviguer seulement à vue parce qu'on est dans un épais brouillard sur l'océan des marchés financiers. Donc, d'un côté, il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en ce moment, on est dans un crash de marché. On s'en va vers un crash de marché qui va ressembler à 2000, à 2008, à la Grande Dépression des années 30. Et si on voit le scénario ici, si on regarde la charte, en ce moment, on est la charte, la ligne blanche qu'on voit ici, on voit que ça ressemble étrangement aux autres corrections qu'on a eues dans le passé. Et ça, moi, qu'est-ce qui va me dire qu'on s'en va vraiment vers un crash de marché? Ben, c'est la charte juste ici des taux d'intérêt 10 ans sur les bons du Trésor américain. Si on voit qu'on a une montée incontrôlable des taux d'intérêt, ben, honnêtement, c'est la fin. Si on voit les taux d'intérêt monter à 4, 5, 6% de façon rapide, c'est vrai, on aurait une implosion du marché de la dette et le monde tel qu'on le connaît actuellement serait complètement terminé. Là, attendez-vous à des changements drastiques. Donc ça, c'est un scénario qui est possible. C'est possible qu'on s'en va dans une dépression majeure à partir de maintenant. Mais honnêtement, mon opinion personnelle, c'est que je pense que on va avoir une autre jambe haussière sur les marchés et que le prochain système financier est pas encore prêt. On a besoin encore de presser le citron du système financier actuel. Donc, il y a 2 autres scénarios qui sont possibles. Le deuxième scénario qui serait un scénario ultime de violence, qui éliminerait beaucoup de joueurs sur les marchés, ben c'est qu'on a une correction importante qui va défoncer les bas qu'on a eu en juin 2022. Donc, on s'en aille plus bas de cette façon-ci et qu'ensuite, on reparte vers le haut avec la Fed qui recommence l'impression monétaire en fou. Donc, cette prochaine jambe baissière ferait en sorte que plusieurs personnes sortiraient du marché, n'auraient plus d'actifs et on repartirait à la hausse et tous les gens auraient les culottes baissées. Donc ça, c'est une possibilité aussi.
Et bien sûr, ce serait accompagné d'hyperinflation. Donc pourquoi est-ce que les actions monteraient? C'est parce que le dollar américain perdrait de la valeur et que la Fed aurait recommencé à imprimer de l'argent à l'infini. Et selon moi, ce n'est qu'une question de temps. Et l'autre scénario que je vois qui est possible, c'est le scénario qu'on voit juste ici, là, possiblement qu'on ait un marché de côté là encore jusqu'à la fin de l'année 2022, peut-être même cet automne, et qu'on commence à repartir vers le haut. Encore une fois, ce scénario-là fait en sorte que plusieurs personnes actuellement qui sont sorties du marché parce qu'ils ont peur que ça crache plus bas, et qu'on reparte vers le haut, avec une crise d'hyperinflation. Et ça, pour que ça arrive, il faut que la Fed pivote, qu'elle dise officiellement qu'ils vont recommencer l'impression monétaire et qu'elle arrête de monter les taux d'intérêt. Il faut se rappeler que chaque crise amène généralement des gains, comme on a vu depuis les 60 dernières années, comme vous pouvez voir sur ce chiffre-là. Chaque crise a amené des gains de 110% en moyenne sur les 5 années qui ont suivi dans le marché des actions. Et là, même si on n'a pas l'hyperinflation en Europe, au Canada, aux États-Unis, on se rappelle qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ont une inflation de plus de 30% année sur année, et ça s'en va en accélérant. Et malheureusement, ça fonctionne avec ce que le World Economic Forum nous parle depuis déjà 2016, qu'on passerait d'une économie de produits à une économie de services où est-ce qu'on posséderait rien et qu'on serait heureux. Ça fait peur dit comme ça, et honnêtement je trouve ça dégueulasse. On pourra en parler davantage dans une prochaine vidéo, parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue en ce moment, mais je vous invite à lire les écrits que vous voyez sur le World Economic Forum, qui est probablement le lobby le plus puissant au monde, qui a vraiment un de ses objectifs, c'est qu'en 2030, les gens ne possèdent rien et qu'on doit tout louer à l'État, au gouvernement. Par exemple, vous ne posséderez plus d'auto, vous devez la louer au gouvernement. Vous ne posséderez plus de propriété, vous devez la louer. Vous ne posséderez plus votre frigo, vous devez le louer. On pourra en parler davantage dans une autre vidéo plus en détail, mais là je vous lance l'idée pour ouvrir votre esprit. Et ça honnêtement, je ne voudrais pas que ça arrive. Et là, comment est-ce que cet objectif-là pourrait être atteint par le World Economic Forum? Ben, c'est avec une crise d'hyperinflation. Tous les gens qui n'ont pas d'actifs, donc qui n'ont pas d'actions dans leur portefeuille, qui n'ont pas de commodités, qui ont que des dollars, ben, vont perdre tout ce qu'ils ont. Et à ce moment-là, on va avoir une société où est-ce que tout le monde est pauvre et tout le monde ne pourra rien se payer et ne pourra que louer des choses mois après mois pour survivre. Et c'est un peu une dystopie, mais c'est vraiment ce que le World Economic Forum écrit dans leurs articles. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Est-ce que c'est une garantie que ça va arriver? Non. Donc on va vraiment suivre ça avec intérêt, voir ce qui se passe de ce côté-là. Maintenant, pour résumer la vidéo, parce que je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça, à quoi est-ce que je m'attends pour la suite? Probablement une autre jambe baissière, ou est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus bas sur les crypto-monnaies, sur le marché des actions, et que pour ma part, je pense que pour fin 2022, on risque de repartir vers le haut. Mais encore une fois, si les taux d'intérêt 10 ans continuent de monter comme ils montent là, ça se peut qu'on ait un crash de marché. Donc vraiment, il va falloir rester prudent et surveiller ça. Et je vais en parler sur ma chaîne. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, d'aller voir mon Patreon si ça vous intéresse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.